Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 27 décembre 2024, épisode 138. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres Berrichon. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, on revient sur la cyberattaque contre Japan Airlines, perturbation des vols et des systèmes. Un ransomware contre Pittsburgh Regional Transit, le réseau de transport paralysé. Menaces mobiles, iOS plus exposé au phishing que Android dans les entreprises. Vulnérabilité critique dans Apache Traffic Control. Ransomware NotLogBit, une menace multiplateforme furtive. Cyberattaque russe massive contre l'Ukraine. À voir. Nous avons évoqué dans l'épisode du 26 décembre que Japan Airlines avait subi une cyberattaque au sol et immobilisant tous ses avions. Aujourd'hui, le 27, l'entreprise communique sur cet incident ainsi que sur la reprise des opérations selon The Record. Japan Airlines, la compagnie aérienne emblématique du Japon, a annoncé avoir restauré l'ensemble de ses systèmes après une cyberattaque qui a provoqué des retards sur certains vols domestiques et internationaux hier, jeudi dernier. Selon JAL, donc c'est Japan Airlines, un dysfonctionnement système a été la cause pour une forte augmentation soudaine du trafic sur son équipement réseau. On revient à la bonne version du départ. C'est un type d'attaque qui est connu sous le nom des DDoS, Distributed Denial of Services. Ça vise à surcharger un système avec un flot de requêtes perturbant ainsi son fonctionnement normal. Dans les faits, pour contenir l'incident, la compagnie a temporairement fermé le système affecté, suspendu les ventes de billets pour les départs le jour même et désactivé certains services en ligne, y compris son application mobile. Il est couillu quand même le directeur qui a pris cette décision. On voit pas ça tous les jours. Il y a une attaque, en moins d'une heure, tout ça s'était fait. C'est ça la timeline. Il faut se rendre compte qu'en période de Noël, ils vont être capables de réagir. Les impacts ont été notables. Des retards pour la gestion des bagages et passagers et des interruptions du service pour les clients. On ne pouvait pas enregistrer ses bagages ni vendre le moindre billet. Il faut quand même oser pour une compagnie aérienne. Mais malgré cette ampleur de l'attaque, Japan Airlines a rassuré et communiqué à ses passagers le jour même. Aucune donnée client n'a été compromise. Aucun virus informatique n'a causé de dommages au système. Et surtout, le point essentiel que nous journalistes ont un petit peu oublié, la sécurité des vols n'a pas été affectée. Cependant, l'impact global de cette attaque reste significatif. Selon NHK, la chaîne publique japonaise, plus de 40 vols ont été retardés à divers aéroports à travers le Japon. Et c'est là que ça devient hyper intéressant dans le rapport. Bien que certains retards soient attribués à des causes non liées comme des conditions météorologiques défavorables, l'attaque des DDoS a clairement joué un rôle important. On serait pas sur 40 vols, mais plus sur 25 vols. Le secteur aérien reste toujours une cible de choix pour les hackers, et cette attaque contre JAL intervient dans un contexte où les compagnies aériennes et les infrastructures aéroportuaires sont régulièrement confrontées à des cybermenaces. En septembre dernier, Deutsche Flugsicherung, la société allemande responsable du contrôle aérien, a subi une cyberattaque affectant ses systèmes administratifs. En octobre, une attaque de ransomware a paralysé les opérations de l'opérateur de 13 aéroports au Mexique, obligeant les équipes IT à basculer sur des systèmes de secours. Et en janvier, des pirates présumés liés à l'Iran, si vous en souvenez, ont détourné les données d'affichage, donc sur tous les panneaux d'affichage des aéroports, de plusieurs aéroports du moins, pour diffuser des messages politiques par rapport à la situation sur la bande de Gaza. En France, on a de la chance, on a le CERT Aviation qui permet justement de coordonner ce type de réponse à incident. Le réseau de transport public de Pittsburgh, connu sous le nom de Pittsburgh Regional Transit, PRT, a été touché par une attaque par ransomware, ayant causé des perturbations importantes dans ses services. Cette attaque, détectée pour la première fois le jeudi 19 décembre 2024, a été confirmée par l'agence le 23 décembre. PRT, qui gère des services de bus, de tramways légers et d'autres moyens de transport dans la région métropolitaine de Pittsburgh, a dû faire face à des interruptions de ses services ferroviaires jeudi matin. Bien que ces services soient désormais rétablis, d'autres aspects comme le service client et le traitement des cartes senior et Kids Connect Card restent affectés. Cette attaque à Pittsburgh n'est pas un cas isolé. D'autres réseaux de transport public ont été ciblés par des cybercriminels ces dernières années. En janvier 2023, le Kansas City Area Transportation Authority a subi une attaque similaire perturbant ses opérations. En avril 2021, un groupe APT lié à la Chine a exploité une faille dans Pulse Secure, nos fameuses plateformes VPN, pour pénétrer, maintenant qui s'appelle Ivanti. Donc, ce groupe a exploité cette faille pour pénétrer le réseau du Metropolitan Transportation Authority, le MTA, de New York. En décembre 2020,
les opérateurs de ransomware Egregor ont paralysé les systèmes de paiement de Translink à Vancouver au Canada. Tous ces incidents nous rappellent que les cyberattaques sur les infrastructures critiques ne se limitent pas à des motivations financières. Certaines sont également liées à des objectifs géopolitiques ou à des tentatives de déstabilisation d'infrastructures vitales. Pour les opérateurs de transport public et les infrastructures critiques, on retrouve les principales recommandations simples et actionnables. Renforcer les pare-feux et les systèmes de détection des intrusions pour éviter les attaques initiales. Segmenter les réseaux, c'est vraiment la base. Si vous segmentez pas votre réseau, quelque part, c'est plus ce que vous méritez. C'est-à-dire que faut que vous arrêtez de faire de l'informatique. Votre boîte, de toute manière, elle est morte, quoi. Effectuez des sauvegardes régulières et hors ligne pour minimiser l'impact des ransomware. Quand vous êtes une TPE ou une PME, il suffit d'avoir juste 2 disques USB. Un disque USB que vous laissez toute la semaine pour faire vos sauvegardes et vous en mettez un autre le week-end et vous le ramenez chez vous, vous le mettez dans une pièce à part, etc. Mais c'est hyper facile une fois qu'on a pris l'habitude de faire des sauvegardes hors ligne, quoi. Et surtout, le quatrième point qui, moi, me semble le plus essentiel, c'est pas sensibiliser, c'est former le personnel à reconnaître les vecteurs d'attaque les plus courants comme les emails de phishing. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que depuis des années qu'on nous parle d'informatique quantique, d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, de pire, il y en a même qui vous vendent des SOC prédictifs, c'est-à-dire que la menace n'y est pas et ça va vous la détecter. Mais on reste toujours sur des fondamentaux. Pour avoir des credentials, pour avoir de l'info, on envoie un email de phishing. Il faut arrêter, quoi. Ou on exploite une vulnérabilité. Donc l'attaque contre Pittsburgh Regional Transit montre que les cybermenaces sont une réalité incontournable pour les infrastructures publiques et la résilience, ça doit être la priorité absolue. Selon un rapport récent de Lookout, les mobiles deviennent une composante clé des chaînes d'attaque modernes, notamment en ciblant les appareils iOS de manière plus prononcée que les appareils Android dans le monde de l'entreprise. Le rapport met en lumière une augmentation de 17% des tentatives de vol d'identifiants et de phishing ciblant les entreprises d'un trimestre à l'autre en 2024. De plus, les détections d'applications malveillantes ont augmenté de 32%. Parmi les faits marquants, les appareils iOS sont plus souvent ciblés pour des attaques de phishing que les appareils Android. C'est clair que faire du malware sur de l'iOS, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand même 18,4% d'attaques contre les iPhones, contre 11,4% pour les Android au troisième trimestre 2024 d'après le rapport de Lookout. Plus de 106 000 applications malveillantes ont été détectées sur des appareils mobiles d'entreprise, allant des chevaux de Troie aux logiciels espions sophistiqués. Les groupes APT basés en Chine et en Russie, comme Garmaredon, ont développé de nouveaux outils de surveillance mobile élargissant leur arsenal de menaces. En parallèle, les vulnérabilités les plus courantes se concentrent sur les navigateurs mobiles basés sur Chromium, souvent non mis à jour, les applications sociales, type WhatsApp et compagnie de messagerie, d'authentification et même les magasins d'applications, donc les fameux stores. Les cybercriminels s'appuient également sur des appareils mal configurés, notamment ceux avec des systèmes d'exploitation obsolètes, des niveaux de correctifs de sécurité dépassés ou encore l'absence de chiffrement et de verrouillage des appareils. Face à ces menaces croissantes, David Richardson, vice-président de Lookout, souligne l'urgence pour les organisations de renforcer leur stratégie de défense sur les mobiles. Alors, quelques recommandations clés: adopter des solutions avancées de défense contre les menaces mobiles, ce qu'on appelle du MTD, maintenir vos appareils à jour, surveiller les applications installées sur vos appareils. On parle bien des appareils professionnels, on n'est pas sur du particulier. Et bien entendu, et ce qui est intéressant, c'est former vos employés à reconnaître les attaques de phishing et à adopter des pratiques numériques sûres. Ça commence à être une tendance au niveau mondial. On commence à le voir on arrête la sensibilisation. C'est très sympa, ça fait plaisir à tout le monde. Mais non, faut former les gens. Donc ce rapport qui est hyper intéressant à lire, je vous ai mis le lien. Il s'est basé sur une analyse de plus de 220 millions d'appareils mobiles et 360 millions d'applications. Et ça confirme bien que les cybercriminels font de la veille, ils vont évoluer dans leur méthode d'attaque. Une alerte majeure vient d'être publiée par la Fondation Apache concernant une vulnérabilité critique d'injection SQL affectant Apache Traffic Control. Cette plateforme open source, essentielle pour gérer les réseaux de diffusion de contenu, les CDN, est exposée à des risques graves. Alors si cette faille n'est pas corrigée rapidement, il faut savoir que c'est la CVE 2024 45387 qui va affecter les versions 8.0.0 à 8.0.1 d'Apache Traffic Control. Elle a reçu un score CVSS V3 de 9.9, donc elle est critique. Quand on lit un peu le détail de cette vulnérabilité, le problème réside dans Traffic Ops, un composant clé de la plateforme, et les utilisateurs avec des privilèges possédant des rôles spécifiques. Donc ça concerne les admins, la fédération, tout ce qui est opération de portal, le steering. C'est pas le visiteur lambda qui va y avoir accès. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exploiter une faille qui vient des requêtes PUT,
qui a été spécialement conçue, celle exploitée. C'est-à-dire que si on refait la requête, ça marche plutôt bien. On peut avoir un accès non autorisé aux informations sensibles contenues dans la base de données, manipulation ou suppression de données critiques, une escalade de privilèges au sein du système et potentiellement une compromission totale de l'infrastructure entraînant des interruptions majeures des opérations de CDN. Bien entendu, la fondation Apache a publié une mise à jour critique pour remédier à cette faille dans la version 8.0.2 et il vous recommande fortement de mettre à jour vos systèmes, limiter les accès au rôle avec des privilèges, de réviser tout. Alors, c'est ce qu'on appelle faire une revue des droits, réviser les permissions, supprimer les privilèges inutiles avec les utilisateurs, surveiller les journaux, tout ce qui est log d'accès pour détecter toute activité suspecte. Et enfin, je sais que ça fera sourire certains d'entre vous, implémenter des règles de pare-feu applicatif, le fameux WAF, pour bloquer les requêtes malveillantes connues. Le WAF est un très bon système de sécurité, mais il ne doit pas être tout seul. Mais un bon firewall matériel avec un WAF bien configuré, on arrive à des choses assez sympas. Et cette faille a été découverte par Yuan Luo, un chercheur au laboratoire Tencent Yongding Security Lab. Bravo. Une nouvelle menace, cyber, cible simultanément les systèmes Windows et macOS, connue sous le nom de NotLogbit. Cette famille de ransomware se distingue par une capacité unique, elle peut se supprimer automatiquement, effaçant ainsi toutes les preuves d'une attaque. Bref, le ransomware est devenu auto-wash, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous laisse regarder le 5e élément. NotLogbit tire son nom de ses capacités à imiter les tactiques du célèbre ransomware, Logbit, tout en introduisant des fonctionnalités avancées. Cette découverte a été réalisée par Madame Pranita Pradep Kulkarni, ingénieure senior chez Qualys. Bravo. Les caractéristiques principales de NotLogbit vont inclure le chiffrement ciblé des fichiers sensibles, tels que les CSV, les .doc, les .png, JPEG, PDF, TXT et bien d'autres. Ces extensions représentent souvent des données personnelles ou professionnelles importantes. Exfiltration des données, avant le chiffrement, permettant aux attaquants de revendre les informations ou de les utiliser comme levier pour les demandes de rançon. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est le mécanisme d'auto-suppression. Contrairement à d'autres ransomware, NotLogbit utilise une activité unleak pour s'effacer après son exécution, rendant la détection et l'analyse post-incident beaucoup plus complexes pour les équipes forensiques. C'est une approche innovante qui réduit les traces laissées sur les systèmes infectés. Ça complique considérablement les enquêtes pour les équipes de réponse incident et aussi pour les forces de l'ordre. Il faut savoir qu'il est quand même compatible multiplateforme. C'est ça la grande nouveauté. Il a une capacité à cibler à la fois aussi bien du Windows que du macOS, élargi sur les portées des attaquants. Ça veut dire on s'expose au maximum de ce qu'on peut retrouver dans une entreprise. On parle pas de Linux, mais quand on sait que macOS c'est quand même du BSD qui est derrière, ça fait un peu peur quand même. Mais c'est vrai, sur Apple, il n'y a pas de virus. Moi sur mon Mac, j'ai pas de virus. Le deuxième point qu'on peut voir, c'est la perte de données sensibles. Les fichiers chiffrés et exfiltrés incluent souvent des données critiques. Difficulté de détection. Avec son mécanisme d'autosuppression, NotLogbit minimise les preuves, compliquant les enquêtes et limitant les possibilités de récupération des systèmes infectés. Alors face à cette menace, on reste sur des mesures toujours aussi classiques. Mettre à jour son système d'exploitation et ses logiciels régulièrement pour corriger les vulnérabilités potentielles, utiliser des solutions de sécurité avancées comme des antivirus ou des EDR, segmenter. Vous voyez, on revient toujours sur la même chose. Là, sur les différents articles, on est en train d'arriver à un consensus au niveau mondial. On doit segmenter ces réseaux. On doit avoir des systèmes mis à jour. Et avec ces principes, on est quand même plutôt bien protégé, quoi. Effectuer des sauvegardes fréquentes de vos données, conserver ces copies hors ligne ou dans des environnements sécurisés. Et enfin, ce que j'appelle le niveau de maturité qui passe après ces recommandations extrêmement classiques et basiques, qui coûtent pas très cher réellement, c'est surveiller les extensions de fichiers et les comportements anormaux. En particulier, si des fichiers sensibles sont modifiés ou déplacés. Le monde informatique nous informe que l'Ukraine a récemment subi l'une des cyberattaques les plus graves de son histoire récente attribuée à des agents russes. On va rester factuel, j'avais commencé à en parler hier, car cette attaque a ciblé les registres de l'État, donc le ministre de la Justice, interrompant temporairement l'accès à des documents gouvernementaux essentiels d'après les journalistes. Alors on va voir ce que c'est que de l'essentiel en temps de guerre pour des journalistes. La vice-première ministre ukrainienne, Olga Stefanishyna, a déclaré que cette offensive visait à déstabiliser l'infrastructure numérique vitale du pays en pleine guerre. Bon, jusque-là, on y croit. C'est juste après qu'on va avoir beaucoup plus de mal quand on lit ça en tant que responsable de réponse à un incident, ou n'importe quelle personne qui fait un petit peu de qualification sur une menace cyber. Les systèmes touchés relèvent du ministère de la Justice, notamment les registres de l'état civil, des personnes morales, donc c'est des entreprises, et des droits de propriété. Et point. Donc,
Il n'y a pas de système qui va ouvrir les portes des prisons. On n'a pas de système qui vont couper l'énergie. On n'a pas de système qui vont couper les télécommunications. On n'a pas des systèmes qui vont lancer des missiles nucléaires sur son propre... Il n'y a rien de tout ça. Hein. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de télécom, il n'y a pas de financier, il n'y a pas d'industrie. C'est juste le fait que pendant quelques jours, on va plus avoir accès. Alors, ils le disent bien, le rétablissement complet des services pourra prendre jusqu'à 2 semaines. Ça veut dire que pendant 2 semaines, vous n'aurez pas accès, par exemple, à faire de la vente sur vos droits de propriété. Sur l'état civil, effectivement, vous aurez une déclaration papier, comme ça se faisait pendant des années, sur les naissances ou sur les décès. Les personnes morales, c'est des créations d'entreprises. Bon, moi, j'appelle pas ça une attaque massive et une déstabilisation d'un pays, mais c'est ce que peuvent penser certaines sources. Hein. Madame Stéphanie China a assuré que les autres systèmes gouvernementaux n'ont pas été affectés et qu'une analyse complète sera menée pour renforcer les défenses contre de futures brèches. Elle a également souligné que l'ennemi tente d'utiliser cette situation pour semer la panique parmi les citoyens ukrainiens à l'étranger. Voilà, on va utiliser cette attaque avec du deepfake. Classique, ça n'a rien de nouveau, c'est utilisé depuis 2015, même 2014 ils ont commencé, et on l'a vu dans d'autres pays satellites russes qui ont le même cas. Cette cyberattaque va s'inscrire dans une série d'offensives numériques dans le cadre du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ça illustre quand même une dimension cyber de la guerre moderne, mais à part déstabiliser, essayer de déstabiliser, parce que ça marche plus à ce niveau-là, cet article me laisse perplexe. Suivant depuis 2015 l'activité cyber dans cette région, il y a eu d'autres attaques cyber beaucoup plus impactantes, en particulier dans le domaine des télécommunications, des services fiscaux, sur des unités de renseignement. C'est assez surprenant. On est sur une cyberattaque qui touche 4 services non essentiels en état de guerre, et la vice-première ministre remonte une attaque dans un contexte de frappe militaire réelle, massive, sur des installations énergétiques à base de missiles et de drones. C'est-à-dire qu'on va essayer de déstabiliser par de l'info via les canaux numériques, mais en aucun cas ça a permis d'éteindre des systèmes de détection de missiles, etc. À côté de ça, ils ont subi une vague de missiles le soir de Noël qui était c'était terrible, c'était dramatique. Mais ça fait du bien de rester factuel parce que ça fait depuis quelques jours qu'on voit des avions cloués au sol, on voit des frappes massives. Il n'y a rien, c'est juste entre Noël et le jour de l'an, ils ont rien à se mettre sous la dent. Donc ils ont une info, ils te montrent ça en aiguille. Je trouve ça dommage que des journalistes remontent ça. Comme moi, j'aimerais pas faire une gestion de crise avec eux. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 27 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Ouais, vous avez vu, j'ai arrêté les musiques de Noël. Moi aussi, je commençais à saturer. J'aime bien le traîneau, mais c'est dur. Ho, ho, ho.